Messieurs les représentants des partis amis, chers amis militantes et militants, chers sympathisants, il y a un an, jour pour jour, nous annoncions au cours d'un congrès constitutif combien émouvant et enthousiasmant l'acte de naissance de notre formation politique nommée les démocrates. Notre ambition était alors de proposer aux Gabonaises et Gabonais non pas un simple parti politique au sens banal de cette expression, mais davantage un cadre de reconstruction idéal d'une part. D'autre part, nous proposions un véritable instrument de résistance à travers lequel nous avions à cœur d'évincer le sentiment de résignation né de l'épilogue douloureuse de la dernière élection présidentielle. Le but étant de continuer, dans une certaine estime de soi retrouvée, notre légitime combat pour l'alternance dans l'unité des femmes et des hommes de ce pays, le respect des droits humains et des libertés fondamentales. Sans omettre, évidemment, la conquête du bien-vivre pour le plus grand nombre des Gabonais, empêtrés dans une sorte de pauvreté maléfique qui contraste de façon choquante avec l'immensité des richesses que la Providence a bien voulu gratifier notre terre. Aussi, avions-nous choisi d'inscrire d'emblée le destin de notre formation politique dans l'optique assumée de conquérir le pouvoir. En effet, contrairement à la coquetterie qui consisterait à se satisfaire de l'opposition comme statut et de la simple gestion oiseuse de la parole comme finalité, seul l'exercice du pouvoir permet de donner un contenu concret et utile à nos idées, aussi brillantes soient-elles. Autrement dit, la politique n'est pas un art pour l'art. Dès lors, le mot d'ordre fut la mobilisation sur le terrain afin de rallier toutes les franges de la population gabonaise à notre aventure. Durant les 12 mois qui viennent de s'écouler, cette mobilisation a largement dépassé nos espérances. À travers tout le pays, nous avons pu expliquer nos idées, installer des délégations. Nous avons littéralement labouré le terrain, sans tambour ni trompette. Aujourd'hui, les démocrates alimentent les conversations amicales et familiales. Plusieurs concitoyens sont fiers d'en revendiquer l'identité comme leur marque déposée. Et nous pouvons désormais nous prévaloir d'un certain potentiel électoral au regard du travail de sensibilisation abattu par nos structures de base et des registres d'adhésion qu'elles font parvenir fréquemment au secrétariat général du parti. Certes, ce parcours n'a pas été un long fleuve tranquille, mais il a été rendu possible grâce à la détermination des jeunes, à l'investissement inestimable des femmes, la présence tenace des hommes et l'engagement inconditionnel de tous. C'est ici l'occasion d'exprimer à chacun notre profonde reconnaissance assortie des vifs encouragements de toute la chaîne hiérarchique du parti afin que demeure inébranlable la foi qui nous anime et bouillonnante la ferveur qui accompagne nos actions.
Loin de toute attitude hautaine, continuons d'avancer, de tisser notre toile. L'humilité précède la gloire. Notre salut se trouve de l'autre côté de nos efforts. Lors d'une récente interview accordée à l'hebdomadaire Écho du Nord, nous n'avons pas manqué de situer ce salut dans la perspective des prochaines élections législatives. Bien que le gouvernement en place semble manifestement perplexe et confus à l'idée de les organiser. À ce propos, nous avons déjà rencontré, comme annoncé, la présidente de la Cour constitutionnelle pour prendre à témoin sa haute conscience judiciaire. Mardi dernier, à l'invitation du ministre de l'Intérieur, certains partis représentatifs de la coalition ont également interpellé l'hôte sur les piétinements de l'exécutif. Le flou persiste. Aucune date avancée pour les opérations d'enrôlement. Aucune ombre perceptible à l'horizon concernant le fameux centre gabonais des élections. Cependant, croyant faire du temps un allié susceptible d'anéantir la colère du peuple gabonais, le gouvernement en place ignore qu'il ne fait qu'augmenter son exaspération et alimenter son sentiment de révolte. D'autant plus qu'au piétinement de l'exécutif sur la question électorale s'ajoute une liste de promesses présidentielles qui ne cesse d'aiguiser les attentes. Des accouchements gratuits à l'hydraulique villageoise, en passant par les hôpitaux mobiles et la restauration des bâtiments scolaires. Le gouvernement n'est-il pas attendu comme un maçon au pied du mur? Faudrait-il alors rappeler à ce gouvernement que le peuple est semblable à une boue argileuse qu'on finit par durcir à force de piétiner? Mes chers amis, face au flou artistique, revenons plutôt à l'anniversaire de notre formation politique. Dans l'ensemble, ces 12 mois ont marqué l'ancrage des démocrates dans l'opposition et au sein de la coalition. Pour autant que celles-ci nous prescrivent la conjugaison de nos efforts aux fins de parvenir à une chance certaine d'imposer un jour l'alternance au sommet de l'État, sans toutefois apparaître comme un principe d'inhibition des entités politiques qui la composent. De fait, cette bien nommée coalition est d'abord un agrégat de consciences hétéroclites, lesquelles consciences gagneraient à conserver leurs identités au risque d'y verser chaque fois dans un dialogisme de convergence qui rendrait les débats fades et la production des idées peu fertiles. D'où nous n'avons jamais cessé de préciser que l'appartenance du Parti Les Démocrates à la coalition n'est pas synonyme d'aliénation de notre liberté de pensée et d'expression. Mes chers amis, parce que l'anniversaire est aussi un instant bilan, osons dire en toute modestie que le nôtre est positif. Au regard du chemin parcouru en une année d'existence, l'optimisme est plus que jamais de mise concernant l'avenir. Cet optimisme, nous voudrions qu'il repose davantage sur l'action féminine. À nos femmes, dont la journée du 8 mars dernier vient de célébrer les droits, je voudrais rendre un vibrant hommage et formuler ainsi le vœu qu'elles puissent constituer l'épine dorsale de notre parti ainsi que le socle de ses valeurs militantes. Je voudrais que les femmes se débarrassent de tout complexe et qu'elles puissent briguer des mandats
en jetant leur dévolu sur des circonscriptions afin que les démocrates soient le modèle gabonais de l'approche genre. Nous ne saurions terminer cette courte allocution circonstancielle sans adresser nos sincères remerciements à tous nos invités, ainsi qu'à tous les partis politiques amis qui nous honorent de leur présence en ce lieu. Joyeux anniversaire à notre cher parti politique. Vive la démocratie, vive le Gabon éternel. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Je voudrais, avant de commencer mon propos, remercier les responsables du parti, les démocrates, de m'avoir invité aux festivités marquant leur premier anniversaire. Les remercier également de me donner l'opportunité de m'exprimer devant ces illustres militants et invités, devenus à cette occasion mon auguste auditoire. Je reconnais là effectivement quelques amis, donc je suis content de me retrouver parmi eux. La tâche n'est pas évidente. Nombre de personnalités ici présentes ont une expérience politique avérée et de surcroît de premier plan, puisqu'ils en ont été parfois les acteurs de l'histoire et le sont encore aujourd'hui. Sur le sujet de cette conférence, donc, ils ont un avis assuré parce qu'il est travaillé à la fois par l'expérience politique, mais également par la rationalité qui gouverne la vie politique. Je voudrais ici soupçonner que l'invitation à laquelle je réponds avec un certain bonheur vient non de l'espoir que je dise quelque chose de nouveau, que je fasse une instruction sur un sujet, mais davantage d'un besoin de rassurer et de valider intellectuellement un choix qui provoque tant de remous dans le champ politique de l'opposition. En outre, je voudrais croire que l'honneur de cette invitation vient de la prise de conscience qu'aucune position n'est absolue et mérite en cela d'être soumise à la confrontation. Ce qui me fait évidemment convaincre d'une ouverture d'esprit chez les démocrates propre à favoriser l'émergence d'idées nouvelles et la coexistence pacifique de variations sur un sujet. Je suis donc acteur de la société civile gabonaise, Noël Bertrand Bounzanga, membre du Club 90 et entre autres auteur d'un ouvrage intitulé « Le Gabon, une démocratie meurtrière » paru à Paris en décembre 2016, c'est-à-dire à peu près 4 mois après les événements dramatiques post-électoraux ayant inscrit notre pays dans l'agenda de la Cour pénale internationale. J'ai donc moi aussi un avis assuré sur le régime ayant pris possession du pouvoir public au Gabon. Je suis invité à m'exprimer sur un sujet à controverse, disais-je, source de suspicion et de malentendus en tout genre, non pas sur la vie des partis politiques, mais plutôt sur la participation ou non de l'opposition, membre de la coalition pour la nouvelle République législative, organisée par un pouvoir dont elle ne reconnaît ni la légalité ni la légitimité. C'est un sujet complexe donc, difficile en premier lieu, parce qu'il expose l'opposition à une violente contradiction. Comment, en effet, peut-on appuyer la participation à une activité organisée par un pouvoir illégitime sans le légitimer en même temps? Car ce qui pose problème, ce n'est pas la participation législative en soi, mais les conséquences de cette participation selon l'interprétation que l'on veut bien faire de cette participation. Fautive, elle est perçue par plusieurs amis de l'opposition et de la société civile comme un acte de caution installant de fait le régime dans ce qu'on lui refuse, à savoir la légalité et la légitimité. À supposer qu'une telle interprétation dise vrai, en logique,
elle expose en même temps l'opposition au vide qu'elle engendre. En effet, les partis politiques et une certaine classe de la société civile sont engagés depuis des années dans une lutte politique de prise de pouvoir par les voies de la démocratie. Ces voies sont le calendrier électoral marqué par la prévalence du bulletin de vote, posant le citoyen comme le donateur du pouvoir. Question: comment peut-on assurer que le peuple nous donne le pouvoir si nous ne lui en demandons pas? Si nous ne participons pas au jeu et à la scène où le citoyen donne effectivement le pouvoir. Pour reformuler cette interrogation, comment peut-on prétendre avoir le pouvoir de celui qui nous le donne si on ne va pas vers celui qui le donne? Mais comment fait-on pour... Non, je voulais avant cela dire, depuis 1993, année de la première élection dite multipartite et démocratique sous la dynastie des Bongo, la démocratie est devenue une fiction au sens d'un grossier mensonge, au point que les populations qui donnent le pouvoir s'en détournent et que ceux qui veulent le demander s'en détournent également. Donc un double retournement, tout à la fois des électeurs que des acteurs politiques, dont les activités consistent précisément à demander le pouvoir à ceux qui le donnent, c'est-à-dire les citoyens électeurs. Mais comment fait-on, eu égard à ce qui ressemble de plus en plus à un simulacre de démocratie, comment fait-on pour restaurer en réalité la place du citoyen si nous ne le situons pas à sa place, c'est-à-dire à celle de la source de la légitimité et de l'exercice du pouvoir? L'appel au boycott nous jette aussi dans une impasse des plus tragiques de notre temps, nous laissant dans une insolvabilité politique propre à nous laisser mourir dans une inaction, appelant cependant à la résistance. Comment fait-on pour être résistant sans s'engager dans un processus d'action? Les élections, la participation à la vie politique faisant partie effectivement d'autres types d'actions. J'aime à dire que les temps modernes nous obligent à croire à la démocratie, à condition que celle-ci soit effective. Je vais articuler mon propos sur 4 points ou 3 points, je vais réduire la longueur parce que c'est un peu long. Énoncer quelques principes généraux qui gouvernent l'action politique, rappeler les sources de la controverse et dire ensuite la position des acteurs, ainsi que ma thèse qui est à moi, à savoir que la participation aux législatives prochaines participe du mouvement général de la résistance à laquelle moi-même j'appartiens d'une certaine manière. Principes généraux qui gouvernent l'action politique au point de vue théorique. Je ne serai pas très théorique, rassurez-vous. Je voudrais commencer par une anecdote. Je vais citer le nom de quelques contemporains, alors cela pourrait heurter quelques gens, mais je voudrais en même temps rassurer tout le monde. Ceux qui seront cités sortiront de là indemnes, ils ne seront pas touchés. En 2014, Jean Ping, je voudrais en même temps attirer votre attention sur le fait qu'on m'épargne de tout soupçon d'appartenir à un camp, dans l'opposition notamment, parce que je n'appartiens à aucun camp dans l'opposition. Voilà. Je suis membre de la société civile, ayant des avis politiques et ayant une sympathie pour l'activité politique liée à l'opposition. En 2014, Jean Ping vient d'intégrer l'opposition. C'est l'anecdote. De réunion en réunion donc, de coalition en coalition, il a fini par se convaincre que pour vaincre Ali Bongo, il fallait aller sur le terrain. Il a organisé pour cela une tournée dans l'Interland, en 2015. À l'opposé, d'autres acteurs, notamment les Miboto et Oyemba, pensaient à boycotter la présidentielle et espéraient une invalidation de la candidature d'Ali Bongo. D'où ils ont lancé l'Union sacrée pour la patrie, à laquelle j'étais moi-même membre, sans être cependant opposé à la participation à la présidentielle. Au final, c'est bien Jean Ping qui a eu raison de partir très tôt, et les acteurs du boycott ont été bien obligés de suivre la position électoraliste. Quelles leçons politiques en retenir? J'en ai cité à peu près 2.
que c'est sur le terrain électoral que se mène la bataille politique, et 2, que le boycott a historiquement échoué même au sein de l'opposition. Historiquement, même au sein de l'opposition, le boycott n'a pas donné lieu à des succès. Ça veut dire que même sans se confronter aux adversaires, au sein même de l'opposition, le boycott a souvent fait faillite. En conséquence de quoi, il y a lieu de se poser la question de la validité du discours du boycott. Que pouvons-nous donc dire à propos des partis politiques? Ce que nous savons nous tous, à savoir qu'un parti politique est une association de citoyens unis autour d'une idée dont ils veulent la réalisation. Ainsi, travaille-t-il non seulement à influencer l'action gouvernementale, quand il n'est pas aux commandes de l'État, excusez-moi, mais aussi il participe aux compétitions électorales parce que son ultime but est la prise de pouvoir et son exercice. Il est donc dans les objectifs d'un parti politique de s'assurer que ses idées gouvernent le monde. Pour ce faire, le contrôle de l'État est le principal dispensateur d'énergie aux partis politiques et à leurs militants. Lorsqu'ils ne contrôlent pas le pouvoir, ils se battent cependant pour faire passer leurs idées, infléchir celles du gouvernement ou faciliter des consensus avec ce dernier. Participer à une élection législative, locale ou présidentielle fait non seulement partie des activités d'un parti politique, mais c'est aussi cela qui rythme sa vie. Car en démocratie, seule la voie électorale permet le renversement d'un gouvernement et de conquérir le pouvoir. D'où vient donc que les partis politiques au Gabon en viennent à renoncer à leur objectif suprême de prendre le contrôle de l'État par la compétition électorale. Il faut voir même que certains partis dits de la majorité, eux-mêmes, ont renoncé à la conquête du pouvoir et de fonctionner dans la marge du parti dit majoritaire. Donc c'est là une entorse même à l'existence même d'un parti politique, même si il est dit qu'il y a des partis contestataires, des partis à vie idéologique et des partis de gouvernement. Mais en même temps, on constate que sur la pléthore de partis politiques existants au Gabon, ils sont nombreux à n'avoir pour existence que l'accompagnement et l'existence dans la marge. Donc il y a une entorse à ce niveau. En vérité, l'appel au boycott n'est pas un renoncement à l'objectif de l'exercice du pouvoir, mais un rejet du moyen par lequel on accède au pouvoir. De quelle autre manière accède-t-on donc au pouvoir de l'État si ce n'est par la voie électorale? Donc les sources de la controverse et ses origines. Il existe 3 moyens pour prendre le contrôle, mais je rappelle là des banalités. La voie démocratique, l'insurrection populaire et le coup d'État armé, ou non armé si l'on veut. Depuis la première élection présidentielle multipartite sous la dynastie Bongo, pardonnez-moi mon lexique, les résultats électoraux font l'objet de contestations de la part de l'opposition. Le système électoral, les moyens de pression étatique et les fraudes électorales lui donnent a priori et a posteriori raison. Ainsi, Paul Mba, en 1994, prétend avoir gagné l'élection présidentielle. Pierre Mamboudou, en 1998 et en 2005, dit avoir gagné l'élection présidentielle. Andemba Obam et Pierre Mamboudou, en 2009, disent avoir gagné l'élection présidentielle. Jean Ping dit avoir gagné également l'élection présidentielle en 2016. Donc, historiquement, depuis l'organisation d'élections multipartites sous les Bongo, l'opposition dit qu'elle gagne la présidentielle. Et pourtant, paradoxalement, c'est bien un Bongo qui est toujours au pouvoir, au point que l'on se demande, au fond, à quoi ça sert la participation de l'opposition aux différentes élections, puisque le résultat final est toujours le même, l'opposition disant qu'elle a gagné, et le pouvoir en place, que j'appelle dynastie, dit également qu'il a gagné. Et l'opposition donc de se demander, avec nous, la société civile, s'il est encore pertinent de participer au jeu politique en régime démocratique. Surtout qu'en 1994,
Et 2016, 2009 n'a pas été épargné non plus. Faute de convaincre par les urnes, les Bongo et le PDG ont dû recourir aux armes, c'est-à-dire à la démocratie du plus fort, pour rappeler une chanson du reggaeman Alpha Blondy. C'est donc une démocratie meurtrière, pour rappeler moi-même mon propre titre. Et il y a eu effectivement en 2009 un conflit de mémoire, puisque l'institution publique a retenu 9 morts à Port-Gentil, lorsque la mémoire nationale collective non institutionnelle en a retenu plus. On a compté parfois 9 au lieu de 3. Au point que sur notre propre histoire, sur cette démocratie meurtrière, nous n'en serions même pas capables de dire combien la démocratie a déjà tué de nos compatriotes. Donc voici pour ce qui est de l'élection présidentielle, qui finit donc toujours par des échecs répétés, mais surtout en plus par des crimes. 2016, évidemment, ayant vécu, nous ayant fait vivre une histoire des plus tragiques de notre histoire nationale. Quant à l'insurrection populaire, nous avons eu 3 expériences qui en montrent en même temps les limites. En 1994, Libreville et Port-Gentil ont expérimenté des mouvements populaires dont on peut dire qu'il s'agissait d'insurrection populaire, même si ce jargon n'a pas souvent été utilisé. De même, en 2016, un mouvement semblable a eu lieu. Les 2 événements ont été réprimés dans le sang. 2009, comme je disais plus tôt, n'a pas été épargné par le bruit, le vacarme des armes et des bombes lacrymogènes. En 2017, Jean Ping a dit, je cite, à propos de l'insurrection, « Je ne vous retiens plus pour en appeler à un sursaut populaire de type insurrectionnel. » Et le sénateur Onongema sur TV5 Monde en France en appelait à une insurrection populaire pour rejeter la révision constitutionnelle qui entérinait quelques pratiques monarchiques. Il ne s'est rien passé sur le terrain, en dépit de ces appels. La question se pose désormais de savoir si le peuple est capable de mener une insurrection, puisque c'est l'autre moyen de prendre le pouvoir. Amorti donc par des répressions antérieures, peut-il encore se soulever, surtout en dehors d'un calendrier électoral qui a l'avantage de faire monter l'adrénaline? Là aussi, il y a une désespérance manifeste dont l'inconvénient est le retrait de milliers de citoyens du champ politique. Et une résurgence du « on va encore faire comment ?» Ce qui dessert non le régime en place, puisqu'il permet de placer un vide que lui-même va remplir. Et le danger du boycott est précisément de laisser un vide, et la nature ayant horreur du vide, dit-on, quelqu'un d'autre se charge de le remplir. Enfin, il y a parmi les moyens d'accéder au pouvoir le coup d'État. Les militaires en ont les moyens, et j'en parle publiquement évidemment. En 1964, contre Luamba qui fit Albert Bernard Bongo, son héritier, Luamba fut donc renversé par un coup d'État militaire, disais-je. La France restera sans tarder Luamba. Depuis lors, que de rumeurs sans une tentative avérée, sans même démonstration de ce qu'il y ait eu effectivement tentative ou non de coup d'État. Puisque de justice dans ce pays, il n'y en a pas en réalité qui soit autonome et souveraine. Du reste, cette option n'est pas propice à la discussion publique. Pour être sincère, au risque de me faire enlever pour une affaire qui idéologiquement moi-même, je ne soutiens pas et pour laquelle de toutes les façons je n'ai pas les moyens. Au regard de ces 3 possibilités, et suivant l'histoire politique de l'opposition, il ressort que celle-ci ne parvient pas à prendre le pouvoir par les moyens énoncés, à savoir le vote, l'insurrection populaire et le coup d'État. Faut-il inventer alors un autre moyen, ou plutôt optimiser l'un d'entre eux? On remarquera aussi que le boycott ne fait pas partie des moyens. J'ai cité des cas.
les moyens par lesquels on prend le pouvoir, et dans ces moyens, on n'a pas cité, n'est-ce pas, le boycott. Donc on remarquera que le boycott ne fait pas partie des moyens pour accéder au pouvoir si la prise du pouvoir est toujours l'objectif du parti politique. D'où il me semble important de regarder la position idéologique des acteurs, parce que finalement, les controverses et les malentendus dérivent de la position des acteurs, puisque tous les acteurs n'ont pas les mêmes intérêts. Les partis politiques, comme je l'ai dit, visent la prise du pouvoir et son exercice. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la société civile, à laquelle moi j'appartiens, même s'il y a une communauté d'intérêt pour l'alternance, puisque nous défendons la démocratie et l'alternance. Certains appellent donc au boycott alors qu'on vient de voir qu'il ne constitue pas un moyen pour la prise du pouvoir. D'autres appellent à la participation législative alors qu'on vient de voir finalement que les résultats du vote sont toujours inversés ou truqués. Il faut situer la position des acteurs pour comprendre sur quoi ils fondent leur appréciation. Il y a d'un côté les politiques, la société civile et la diaspora, celles-ci étant disséminées dans l'environnement de la politique et de la société civile. On les divisera en électoralistes et en négationnisme. Alors le terme est historiquement connoté puisque les négationnistes sont ceux qui travaillent à la falsification de l'histoire, mais faute de mieux, je prends ce terme pour désigner ceux qui rejettent la participation de l'opposition aux législatives prochaines. Que veulent donc les négationnistes et boycotteurs? Ici, là encore, il faut distinguer les politiques, acteurs et partis, y compris la société civile et la diaspora, puisque à l'intérieur de ces champs, là encore, les positions sont parfois divergentes. Pour eux, il y a un raisonnement logique. Participer aux législatives, c'est accorder à Ali Bongo la légitimité qu'il recherche. Sur quoi tiendra encore, et c'est ça la problématique, sur quoi tiendra encore la revendication de la victoire de Jean Ping, alors que son adversaire est désormais légitimé par ceux qui l'ont soutenu en 2016. Dans quelle mesure ont-ils raison? C'est toujours un argument de logique. En logique. Tout ce qu'un régime illégal et illégitime organise pour se donner les moyens de gouverner, parce que c'est de cela qu'il est question, est illégal et illégitime. Prendre part aux activités qu'il organise, même à travers les institutions de l'État, et c'est ça le piège de l'affaire, même à travers les institutions de l'État, c'est participer à la même illégalité et à la même illégitimité. Ça va de soi, c'est un argument logique. Mais la critique va plus loin, c'est beaucoup plus loin que ça. Considérons que le régime est un parti-État, au moins, sinon une monarchie, il n'y a donc plus de séparation entre le PDG et les institutions de la République. En conséquence de quoi l'organisation des élections est un contresens politique, à moins qu'elle ne serve qu'à choisir lequel des membres du parti au pouvoir doit occuper telle fonction élective. Dans ce cas, en effet, l'opposition n'a pas à prendre part à ce jeu de dupes. Il y a donc ici quelque chose qui s'apparente à une négation de l'État, mais en réalité, c'est parce qu'il est confondu au PDG et à la famille Bongo et Ami. Donc, au fond, ce qui appelle au boycott, deux arguments, un en logique, le pouvoir étant illégitime, on ne peut pas prendre à ses actions. L'autre chose, plus profondément, c'est l'identité commune entre les institutions de l'État et le parti au pouvoir, à savoir que les institutions appartenant au parti État, on ne peut donc pas prendre part à ce qu'ils organisent, puisque tout est leur patrimoine. Si nous participons à cela, l'opposition participe à cela, l'opposition elle-même devient lui aussi le patrimoine du parti au pouvoir. Là, ce sont encore des incidences de l'affaire, c'est beaucoup plus profond la question du boycott. Il ne faut donc pas la prendre à la légère. Il faut comprendre les mobiles qui la travaillent et qui la sous-tendent. Il fut un temps passé où je considère en effet que l'État lui-même étant un patrimoine de PDG et des Bongo, il n'y avait pas lieu de compétir. Mais au fur et à mesure, un certain nombre de discussions m'ont fait réviser aussi ma propre position.
D'où je viens défendre effectivement l'idée de la participation de l'opposition aux législatives. La cible de la diaspora et de ceux qui en appellent au boycott est la communauté internationale. Pour sortir de l'impasse post-électorale, restaurer la victoire de l'opposition à l'élection présidentielle août 2016 et installer Jean Ping à la présidence de la République, il faut faire pression sur la communauté internationale. C'est leur discours. Cela veut dire que la diaspora a aussi déjà éliminé les locaux, incapables, selon eux, de mener un mouvement insurrectionnel d'ampleur. La position donc, de la diaspora aujourd'hui, elle est considérée qu'au Gabon, les citoyens ne sont pas capables de mener un mouvement d'ampleur. Donc il ne faut pas s'appuyer sur eux si l'on veut faire tomber le régime. Il faut s'appuyer sur la communauté internationale. Sur la position, on verra bien, hein, en fonction là aussi des intérêts et des interprétations. Moi, mon interprétation, c'est que à peu près 2 ans de la crise des événements douloureux d'août 2016, il me semble que la communauté internationale elle-même a montré ses limites, en conséquence de quoi, moi-même personnellement, mais c'est un avis personnel, je ne fais pas moi confiance à la communauté internationale, mais c'est un avis qui est personnel. Sur la position donc, de la société civile faisant partie du même camp, est adossé un discours moral, c'est le second discours, un discours moral sur l'innocence et la culpabilité politique. La société civile choisit plus aisément les objets de ses luttes et préfère la propreté morale. C'est l'une des limites de leur discours. Ils préfèrent donc une propreté morale à une action politique engageante et inévitablement controversée. La société civile choisit toujours les objets sur lesquels plutôt ils vont mener leur bataille. Ce qui n'est pas le cas pour les partis politiques. Donc là, il y a une divergence de position. Divergence d'idéologie également. Les partis politiques visent la prise du pouvoir. La société civile, aujourd'hui, effectivement, elle est un petit peu confondue, mais l'objet de la société civile n'est pas la prise du pouvoir parce qu'il ne participe pas aux législatives et patati patata. D'accord ? Il y a bien un champ qui appartient à la sphère de la société civile et un champ qui appartient à la sphère des partis politiques. Et il me semble que dans la position de la société civile, je peux me tromper évidemment, l'appel au boycott correspond à un discours moral qui la préserve, notamment de faire erreur sur une action historique. Et donc, se projetant à l'avenir, s'il y a des erreurs demain, s'il y a des échecs aux législatives, elle dira, vous voyez, moi je vous avais dit qu'il ne fallait pas partir, donc je suis main blanche pour citer l'autre, voilà, vous avez eu tort de partir. Donc elle se préserve dans une position morale. En politique, ce n'est pas que la morale qui dirige, il y a aussi un pragmatisme nécessaire pour la survie du parti politique. Donc les partis politiques de la coalition pour la Nouvelle République qui appellent au boycott défendent aussi ces idées, évidemment. Mais il ne faut pas faire fi des soupçons qu'ils exposent contre les électoralistes. Des soupçons de connivence, notamment, avec le régime. Quelles sont les limites de leur position ? Je vais aller vite. Nul ne sait quand s'éveillera la communauté internationale. Elle a déjà montré ses limites malgré l'activisme diplomatique de la CNR. Et l'Union africaine n'est surtout pas prête à soutenir les mouvements de démocratisation en Afrique centrale. Nous connaissons les raisons de tout cela. Ensuite, les marches du Trocadéro ne peuvent pas faire tomber Ali Bongo, même si elles sont intéressantes pour salir l'image de ce dernier dans l'opinion publique française et internationale, pour médiatiser le problème gabonais et l'internationaliser. La présence du Togo et du Congo-Brazzaville à quelques-unes de ces manifestations est à cet égard significative d'une envie de trouver des solutions ou des réponses internationales contre les dynasties et dictatures africaines, notamment en Afrique centrale. Donc ce n'est pas qu'un problème gabonais, c'est un problème sous-régional. D'où l'idée de coaliser les diasporas. En ce sens, il me semblait que c'était une opération stratégiquement intéressante. La diaspora ne bouge, alors l'autre chose, l'une des limites, c'est que la diaspora ne bouge que parce que le régime gabonais ne respecte ni la démocratie ni les droits de l'homme. Donc elle est subordonnée, l'action de la diaspora est subordonnée à l'action des locaux.
Autrement dit, pour que notre diaspora reste active, il nous faut, dans le territoire national, être actifs. Si nous ne sommes pas actifs, eux ne peuvent pas être actifs. Puisque en réalité, c'est quand siffleront les bombes lacrymogènes et les bombes sur nous que eux là-bas, meurtris par la distance et cette douleur, d'accord, vont à nouveau marcher. Autrement dit, en réalité, ils nous contestent ce qui est nécessaire eux-mêmes à leur vie en tant que diaspora active. Et pour, comme on dit, créer des incidents, ce n'est pas un secret, j'ai aussi déjà été entendu par ailleurs, et je dis très clairement les choses. Si nous voulons créer des incidences, pour que la communauté internationale s'intéresse à nous, puisqu'il nous faut encore compter des morts et des morts, ben, il faut aller aux législatives, provoquer des incidents, de façon à ce que nous trouvions des solutions, si c'est par là qu'il faut passer. Ensuite, en général, les membres de la société civile et de la diaspora n'appartiennent pas aux partis politiques. Leurs avis comptent donc comme ceux de la société civile, disais-je. Ils ne peuvent déterminer ni l'agenda, ni les idéaux des partis politiques. D'où il faut les inviter à adhérer massivement aux partis politiques. Parce que si on veut influencer les orientations politiques et idéologiques des partis politiques, ben, il faut être à l'intérieur des partis. On ne peut pas être à l'extérieur et prétendre avoir une position hégémonique et dominante à l'intérieur des partis, puisque les partis politiques ont eux-mêmes leurs intérêts, qui n'appartiennent pas toujours aux intérêts de la société civile. Le problème actuel, c'est que la société civile veut se confondre aux partis politiques, ou du moins veut transporter son discours jusque dans les partis politiques. Et effectivement, ça crée des étincelles. Donc une confusion qui est historiquement justifiée eu égard au contexte politique depuis à peu près 2 ans, puisque la société civile et les partis politiques ont fait chemin commun dans l'ambition de l'alternance et de la chute du régime. Il est aussi loisible de se poser cette question: à quoi ont donné lieu les boycotts successifs de l'opposition? Depuis quelques années, il y a eu des boycotts. Ça a donné quoi? En 1990, lors des premières élections législatives multipartites, l'opposition est en ballottage favorable, je crois, au second tour. Et Père Paul-Mba Bessol en appelle au boycott. Le PDG remporte les législatives, évidemment, même si l'opposition compte un nombre important de députés lors de cette législature. C'est la seule d'ailleurs qui aura eu un nombre important de députés. Ensuite, en 2011, l'opposition boycotte les législatives. Le PDG prend la quasi-totalité des sièges au Parlement et contrôle dans l'absolu le pouvoir législatif. Pire que la participation aux différentes élections législatives, le boycott laisse le champ libre à la dynastie et au PDG. Ça ne veut pas dire que la participation de l'opposition fera en sorte que le PDG ne garde pas le contrôle de l'Assemblée nationale. Mais si l'on veut garder les moindres chances, il faut quand même y aller. Il y a une chose que nous n'avons pas encore expérimentée dans l'opposition, celle que nous avons expérimentée en 2016, à savoir la candidature unique. Il y en a qui discutent le jargon, là aussi le lexique. Est-ce que c'est une candidature unique ou commune? Moi, je l'appelle unique parce que les différents candidats de 2016, les figures politiques de l'époque, se sont rétractés pour soutenir une candidature. Ça me paraît être une candidature unique et non pas une candidature commune, puisque l'histoire politique a démontré que les Margara Moussavou, les Bruno Ben Mbamba participaient à un autre jeu qui ne correspondait pas en réalité à celui de la candidature de l'opposition. Donc on était bien dans une candidature unique et non pas commune. Côté électoraliste donc, que veulent-ils au fond? Et quelle est la conséquence de leur participation aux législatives? Il y a ce qu'ils disent, évidemment, ce qu'ils dissimulent, parce qu'ils ne disent pas tout, ce qu'ils prétendent, construisant un ordre de discours politique sur la base duquel ils cherchent l'adhésion du peuple de l'opposition. Dans le discours explicite, leur participation aux législatives ne correspond guère
à une minoration de la revendication de la victoire de Jean Ping, ni à un sursaut vers autre chose. Pour tourner la page de la crise post-électorale, c'est du moins l'un des discours contre les électoralistes, puisque ceux qui appellent au boycott soupçonnent les électoralistes de vouloir tourner la page et de minorer la lutte pour la restauration de la victoire de 2016. Je considère que ce n'est pas tout à fait vrai, que l'un peut aller avec l'autre. Il leur est reproché en réalité ce qui est l'objet même des partis politiques. C'est la raison pour laquelle j'ai rappelé plutôt l'anecdote. Jean Ping, de coalition en coalition, est finalement allé sur le terrain. Il fallait participer aux législatives et nous en sommes, à l'heure actuelle, à la crise post-électorale, parce que nous sommes allés au présidentiel. Si nous n'y étions pas allés, nous n'en serions pas là. Il y aurait eu un tapis complètement, un boulevard ouvert, et ils auraient assuré. Aujourd'hui, maintenant, c'est problématique. Donc, fort heureusement, nous sommes allés. Donc, en réalité, on reproche aux partis politiques ce qui est leur propre, à savoir la participation aux compétitions électorales, à pousser ces militants à des postes électifs pour élargir au moins l'assiette des cotisations des membres. Oui, bien sûr, et épaissir leur trésorerie. Bien évidemment, jusqu'à présent, les partis politiques ont fonctionné sur les grandes figures. Et les grandes figures, là aussi, sont les grandes dispensatrices des finances des partis politiques, à l'exception évidemment du PDG. Et donc, quand on a la grande figure qui a beaucoup d'argent, c'est lui qui va donner les moyens, et puis le parti va effectivement dépendre de lui. Demain, si on parvient effectivement à démocratiser les partis politiques, là c'est encore un débat au sein de l'opposition, si on parvient à démocratiser les partis politiques, l'obligation est en principe faite, je sais que ça se fait déjà maintenant, mais il faut l'amplifier, que les membres cotisent effectivement. Et si l'opposition compte plus de députés, compte des députés avant de les avoir plus, on élargit l'assiette de cotisation et donc on assure d'une certaine manière la trésorerie de l'opposition pour que l'opposition ne dépende pas simplement d'hommes politiques forts. Je me souviens que l'année 2016, lorsque nous organisions les meetings au sein de l'Union Sacrée pour la Patrie, nous avons eu beaucoup de problèmes à ramasser l'argent parce que nous attendions souvent toujours les grandes figures. Je pense qu'il faut sortir de la dépendance des grandes figures, démocratiser les partis politiques. C'est l'un des enjeux, je pense, aussi de cette élection, à condition que ceux qui y vont comprennent cet intérêt. Donc, voilà, car on voit en eux des chercheurs d'argent, c'est la critique qu'on leur fait, on voit en eux les chercheurs d'argent et donc prêts à pactiser de la sorte avec l'adversaire, surtout que deux leaders politiques, notamment Guizou Bandama, le président, et Casimir Oyemba ont parfois souhaité un dialogue, en dépit du fait qu'ils aient précisé les conditions de ces dialogues. Vous voyez ? Donc, il y a des stéréotypes qui demeurent au sein de l'opposition, qui fait que telle position donne systématiquement lieu à des soupçons de connivence. Au point qu'au sein même de l'opposition, on a l'impression que la diversité des points de vue soit interdite. Leur position n'en est pas moins recevable, c'est-à-dire les électoralistes. Pourquoi faut-il participer aux législatives malgré les difficultés si haut énoncées? D'abord, pour sortir du traumatisme de 2016. Alors il faut savoir aussi que c'est un combat psychologique. Il faut sortir du traumatisme. Nous-mêmes en avons été traumatisés. Il faut sortir de ce traumatisme et réussir le combat de la guerre des nerfs qui s'étend. Il faut le réussir, ce combat. Pour moi, participer aux législatives, c'est une preuve que nous sommes vivants en dépit du traumatisme que nous avons vécu. Nous avons perdu nos parents, nos amis, et il y a eu, après cette crise, une désespérance, une envie de laisser la scène politique, un abandon de la scène politique. Et il faut montrer que nous sommes toujours là et que nous pouvons continuer, en dépit et malgré nous. Il faut y aller également pour ne pas laisser le champ libre aux PDGistes et alliés, même s'ils ont la machine
de la fraude. Parce que quoi qu'il arrive, nous irons aux élections, ils ont la machine institutionnelle, ils vont frauder. Ils pourront même définir à l'avance le nombre de députés qu'ils voudront, ils le feront. Nous ne serons pas capables de les en empêcher. Puisque à la fin, ils ont l'arme suprême que nous n'avons pas, à savoir les armes. Mais du moins, puisque l'autre objectif, c'est quand même prendre à témoin notre propre histoire, prendre à témoin nos compatriotes et prendre à témoin la communauté internationale sur l'inconséquence du régime en place en matière de démocratie. Il y en a qui disent, bon, on va le faire jusqu'à quand? Le devoir testimonial est un devoir perpétuel. Il ne s'arrête pas à un moment précis de l'histoire. Donc il ne faut pas dire que sous prétexte que nous avons essayé 3, 4, 5 à 5 reprises, que nous avons échoué, donc il faut s'arrêter. Non, le devoir testimonial est un devoir perpétuel. Il faut toujours et toujours montrer les conséquences du régime à l'égard de la démocratie et à l'égard du peuple gabonais, qu'il martyrise au quotidien. Et puis, il faut y aller pour garder des chances, même si elles sont minces, de prendre le pouvoir législatif. Nous ne savons pas de quoi est faite l'histoire. Il y a une part irrationnelle à l'histoire et il faut provoquer l'histoire. Il faut aller vers l'histoire. Parce que si nous restons chacun à sa maison, parce que nous sommes blessés, vexés, traumatisés, nous n'allons pas provoquer l'histoire. Et pour ceux qui sont chrétiens, je ne le suis pas, mais pour ceux qui sont chrétiens, on dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Alors comment voulez-vous que le ciel nous aide si même nous n'enclenchons pas un premier pas? Ensuite, il faut y aller pour placer ces militants au centre des décisions. Le fait que nous ayons demain, si cela arrive, si nous sommes forts, si nous nous battons, le fait que nous ayons des gens à l'Assemblée nationale, nous nous immisçons dans le pouvoir, on dit on place des pions. S'ils sont fidèles et loyaux à l'égard du combat pour la démocratie et l'alternance, donc ça reste une supposition, une hypothèse, s'ils restent fidèles, c'est seulement à ce moment-là que nous pouvons non seulement participer, mais également amplifier la possibilité de prendre le pouvoir. On ne peut pas se couper la main et se priver des figures représentatives nationales. Et pour avoir des élus également, il faut y aller pour avoir des élus qui vont apporter la manne financière, je l'ai déjà dit, pour compter également sur des membres protégés par l'immunité parlementaire, pour compter des porte-voix sur les problèmes de la société. On l'a vu notamment lors de la campagne contre la révision de la Constitution. Le sénateur Jean-Christophe Ouéono Nguema a bien bénéficié de son immunité parlementaire, sinon le régime l'aurait purement et simplement mis aux arrêts. Je crois savoir que le procureur de la République avait déjà brandi quelques menaces, et puis le régime s'est rétracté. Le régime ne s'est rétracté que parce que Ouéono Nguema avait une immunité parlementaire. Si un Noël Bounzanga était parti à TV5 Monde et avait dit ce que le sénateur Ouéono Nguema avait dit, j'aurais purement et simplement été mis aux arrêts. Donc il va de soi que nous avons besoin d'avoir des figures politiques qui sont protégées par l'immunité. C'est une problématique même au sein de la société civile, et nous en avons discuté à plusieurs reprises, que les membres, les acteurs de la société civile ne sont pas protégés. Ils font objet de menaces, d'intimidation, parfois d'arrestation, et nous n'avons rien pour nous protéger. Alors pourquoi n'allons pas nous chercher les moyens de nous protéger et de nous préserver d'arrestations arbitraires lorsque un calendrier électoral nous en donne la possibilité? Même si c'est mince, on le reconnaît évidemment. Donc, dans un ordre idéologique portant sur la démocratie, il y a effectivement d'autres enjeux qui motivent la participation de l'opposition à l'élection présidentielle. J'ai posé au départ la question de la place du citoyen comme donateur de la puissance publique en régime démocratique. Une autre question me vient à l'esprit au moment de clore mon propos. Que faire, plutôt que vont faire les citoyens partisans de l'opposition au moment du boycott? Les citoyens partisans de l'opposition feront quoi lors du boycott? Sachant que les autres iront voter. Les nôtres feront quoi à ce moment? Sachant que même les partisans de l'opposition
nombreux parmi eux, mais c'est la situation de la pauvreté dans laquelle l'histoire politique nous a jetés, beaucoup parmi eux manquent de quoi vivre. Et donc, les élections sont toujours l'occasion pour eux d'avoir quelques monnaies, quelques argents. Donc, eux aussi feront l'objet de convoitises. Les partis qui participeront notamment à la majorité et le PDG donneront de l'argent à nos partisans. Et nos partisans iront voter malgré eux des candidats qui ne veulent même pas voter. Et mais qui les aura mis dans cette situation? C'est à ce moment nous-mêmes. Parce qu'on leur aura dit, n'allez pas voter, nous boycottons. Les mettons donc dans une situation inconfortable. Tragique même. Parce que vous imaginez quelqu'un qui ne croit pas du tout à quelqu'un, mais il va devoir aller voter parce qu'on lui a dit tu vas voter, on te paye. Et comme il a besoin d'argent, ben il va prendre l'argent, il va aller voter. Donc c'est une situation tragique et je considère qu'il ne faut pas les laisser en désarroi de sens, ne serait-ce que pour ça. Comment faudra-t-il ensuite, pour les autres élections, parce qu'il n'y a pas que les élections législatives, il y aura les locales, enfin eux-mêmes connaissent le calendrier, je ne sais pas si c'est l'année prochaine, si c'est demain, si c'est dans 3 ans, on n'en sait rien, mais il y aura bien les locales. Ensuite, il y aura bien les présidentielles. Si nous appelons au boycott aujourd'hui, il faudrait être logique. Il faudrait être logique. Si le régime est le même, si c'est toujours un bongo, que dirions-nous à ce moment-là? On dira en 2018, nous avons boycotté les législatives, et donc la conséquence c'est que contre le même adversaire, contre le même régime, on adopte la même attitude, le même comportement. Et donc nous n'irons pas au présidentiel. Alors voici la tragédie en réalité dans laquelle nous plonge le boycott. Ça signifie que tant que les Bongos sont en capacité de nous buter parce qu'ils nous tuent avec leurs armes, on nous laisse un petit espace du combat politique, c'est-à-dire le vote, nous l'abandonnons, et qu'est-ce qu'on fait? On leur laisse la voie libre. Ça veut dire que nous construisons malgré nous, par le boycott, nous construisons malgré nous ce que nous leur refusons, c'est-à-dire la monarchie. Nous ne participons plus au jeu électoral, la monarchie s'installe dans l'absolu. Mais vraiment dans l'absolu. Et puisque nous n'avons pas les moyens de combattre ce régime autrement que par les urnes, mais l'affaire est close. Moi je me contente d'aller travailler et d'être rémunéré à la fin du mois. Et puis c'est terminé. Hein, le président Guizou Bandama, le président Barreau Chambrier nous appellerait pour un meeting, on dira à quoi ça sert? On ne veut pas entretenir notre existence de discours. On entretient notre existence d'une espérance. Et l'espérance est liée à un cycle électoral. À chaque élection, on espère à nouveau. Et voici qu'on nous dit, non, 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 à cette période, vous n'avez plus le droit d'espérer. L'affaire, c'est la mort dans l'âme. Et donc, pour toutes ces raisons, on ne peut pas laisser les compatriotes en déshérence. Nous devons aller aux élections. L'action du vote est assurément, comme je le disais plus tôt, un témoignage perpétuel de l'inconséquence du régime antidémocratique gabonais. Dans ce sens, ce boycott coup d'État, ni gagné par la voie électorale, que reste-t-il à faire? Je pense, modestement, qu'il nous reste à optimiser la seule voie admise dans le monde contemporain et expérimenter les candidatures uniques de l'opposition. Parce qu'il est essentiel à un parti de se battre sur le seul espace de bataille qui lui est disponible, les partis politiques doivent aller dans la bataille électorale plutôt que d'abandonner, même si ça donne l'effet d'une légitimation de la dynastie des Bongo. C'est une tragédie, évidemment. Mais il faut y aller, il faut l'assumer, cette tragédie. Cette participation ne donne pas lieu à un espoir de prendre le pouvoir, même si ce n'est pas à écarter dans l'absolu. Elle est une option, faute de mieux. Les conséquences du boycott sont plus dramatiques que celles de la participation. Car on en conclurait que tant que les Bongos seront là, l'opposition ne participerait plus aux élections. Ce serait une autre manière de faire d'Ali Bongo un roi. Si les candidatures uniques de l'opposition
sont impossibles, si les candidatures uniques de l'opposition sont impossibles, alors, en effet, il ne me paraît pas opportun de s'engager dans une issue sans aucun espoir d'en sortir quelque peu vainqueur. Car l'incidence du consensus au sein de l'opposition est la perte sur tous les tableaux. Un boycott mutuel, les boycotteurs vont boycotter, puis les électoralistes vont boycotter les boycotteurs. Donc un boycott mutuel occasionnant une neutralisation mutuelle. Et nous perdons de vue que nous avons un adversaire commun. Au sein de l'opposition, on va construire nous-mêmes nos propres oppositions. Ce qui contribuerait effectivement à une négation regrettable du citoyen, une manière pour l'opposition de mettre à mort à son tour la démocratie. J'en ai fini, je vous remercie. Chers amis, mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir répondu si nombreux aux manifestations du premier anniversaire de notre parti, les démocrates. Nous avons voulu, pour ces moments d'échange et de partage de notre premier anniversaire qui coïncide avec la période de la Journée internationale de la femme, interpeller particulièrement cette dernière à relever les défis du développement au Gabon par son engagement politique. Depuis 1910, le 8 mars est consacré aux femmes et à leur situation dans le monde. Aussi, cette journée du 8 mars trouve son importance pour faire le point sur ce qui a été fait dans l'année et sur ce qui reste encore à faire. Il nous revient de méditer sur ce message du secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Gutiérrez, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles sont les véritables gageuses de notre époque et le plus grand défi que le monde ait à relever en matière de droits fondamentaux. Le thème retenu par les Nations Unies pour cette année 2018 est le suivant. L'heure est venue. Les activités rurales et urbaines transforment la vie des femmes. Cette journée internationale devra attirer notre attention sur les droits et l'activisme des femmes rurales qui représentent actuellement plus d'un quart de la population mondiale. Mais elles sont malheureusement laissées pour compte dans chaque aspect de développement, malgré des avancées constatées qui restent encore à parfaire. Ce thème choisi de 2018 est l'occasion de transformer cette dynamique en action et de renforcer l'engagement politique de la femme gabonaise pour accompagner nos sœurs, femmes rurales, en vue de leur autonomisation. Oui, mesdames, l'heure est venue. L'heure est venue de prendre conscience de notre rôle véritable dans nos partis politiques. C'est donc pour nous ici l'occasion de remercier d'abord le président du parti politique Les Démocrates, l'ami Guy Zoubanama, pour son engagement sans faille à appuyer sans réserve les actions entreprises en vue de la juste reconnaissance des droits et mérites de la femme gabonaise. Le remercier pour sa détermination à œuvrer en tout temps pour la promotion de l'approche genre avec la nomination des femmes au poste de secrétaire généraux adjoint dans le bureau exécutif. Parler de l'engagement politique de la femme aujourd'hui nous amène à connaître quelques dates importantes dans l'histoire des droits de la femme. 1907, la loi autorise les femmes mariées à disposer de leur salaire. 1919, instauration d'un baccalauréat féminin permettant aux femmes d'accéder aux études supérieures et de prétendre occuper les mêmes emplois que les hommes. 1944, le droit de vote est accordé aux femmes. 1983, la loi établit l'égalité professionnelle des hommes et des femmes. La loi du 6 juin 2000 permet aux femmes de participer aux fonctions électives avec un quota de 30%. Enfin,
une place pour les femmes en politique, car une participation équilibrée des hommes et des femmes au processus de décision est susceptible d'engendrer des idées, des valeurs et des comportements différents. Au Gabon, à l'instar des autres pays, a conféré à la femme un certain nombre de lois qui lui permettent d'accéder à des droits. Et pourtant, les femmes au Gabon représentent 63% de la population gabonaise. Malheureusement, elles ne sont toujours pas nombreuses dans les instances décisionnelles. Pourtant majoritaires aussi dans la réussite scolaire, des inégalités perdurent sur le marché de l'emploi. Cette faiblesse du taux de représentativité dans les fonctions électives trouve leur explication dans notre culture d'une part, et d'autre part dans le mode de fonctionnement du monde politique. Nous devons reconnaître que la femme s'autocensure du fait du poids de la tradition et de l'agressivité du monde politique. Oui, malheureusement, ce constat est triste. Les femmes au Gabon, comme dans le monde, ont peur de s'engager politiquement. Paradoxalement, elles sont plus à l'aise dans les fonctions nominatives telles que membre du gouvernement, directeur général, président des institutions, contrairement à la fonction élective qui nécessite un engagement fort et direct sur le terrain. Pétries de justice, de paix et de progrès, les femmes sont pourtant dans le monde politique un levier sûr pour la démocratie. Mesdames, l'heure est venue. Osons être devant de la scène pour nous parfaire en arborant fièrement les couleurs de nos partis politiques en tant que candidates aux prochaines élections législatives dans notre pays. Nous ne saurions terminer nos propos sans remercier la femme rurale pour l'effort inlassable fourni au quotidien pour assurer la survie de nos populations. Ces vaillantes femmes du monde rural donnant la vie jouent un rôle essentiel dans l'éradication de la pauvreté. Enfin, remercier et féliciter encore les femmes pour la bonne organisation de la présente cérémonie. Nous vous remercions et bonne fête à toutes les femmes. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs membres du bureau exécutif, augustes invités, chers amis. Alors que nous célébrons ce jour le premier anniversaire de notre parti, qu'il nous soit permis, au nom de la jeunesse, de vous adresser nos vœux de santé, que le Tout-Puissant vous soutienne dans l'ensemble des projets que vous entreprendrez tout au long de cette nouvelle année. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, il n'est de secret pour personne que le Gabon traverse une crise multiforme depuis près d'une décennie. Cette situation s'est davantage détériorée depuis le coup d'État électoral orchestré par le régime totalitaire en place le 31 août 2016. Cette crise a caractère systémique dans la mesure où aucun domaine n'en semble épargné. La jeunesse, naturellement, en paye le lourd tribut. Au système éducatif qui sombre progressivement, les jeunes sortent des universités, mais ne trouvent nullement de débouchés sur le marché du travail. La médiocrité ayant supplanté le mérite dans ce pays, l'avenir de la majorité devient chaque jour incertain. La jeunesse de notre parti ne pourrait être complice ou complaisante face à une telle situation. Se joint naturellement à l'ensemble des mouvements politiques de jeunesse épris d'amour pour notre République, pour lutter contre un pouvoir au sombre dessein pour ses enfants. Nous appelons donc les jeunes qui ont soif de voir un changement véritable à demeurer dignes et vigilants. Notre objectif étant naturellement de mettre fin au règne de notre oppresseur commun. Aussi est-il de notre devoir de participer pleinement à la vie politique de notre pays en prenant part aux diverses échéances électorales qui y sont organisées. Mes amis, le chemin de la démocratie n'est pas un long fleuve tranquille.
le coloré par des luttes de diverses natures. Certaines sont gagnées et d'autres pas, mais le but final étant inévitablement de changer la donne. C'est dans cette optique que nous jugeons que la participation massive aux élections législatives prochaines est une occasion rêvée de mettre un coup fatal au régime agonisant en place, car la blessure de 2007 demeure vive. Tout en soutenant la décision de notre parti de prendre part aux législatives. Nous nous opposons au comportement de certains compatriotes qui sont contre cette échéance électorale et qui, certainement, semblent plus patriotes que d'autres, ce qui constitue l'essence et en même temps la difficulté de la démocratie réside dans la pluralité d'opinions d'une part et dans le fait qu'il est fort probable que toutes ne soient pas acceptées par tous d'autre part. Dans ce contexte, le bon sens doit nous guider et non nos moindres personnes face aux intérêts de la République. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres du parti, à travers la mise en place du mouvement des jeunes démocrates, nous observons une autre volonté du bureau exécutif de réserver une place de choix à la jeunesse gabonaise de façon générale dans le projet politique du parti. Nous sommes également convaincus que les mots ne suffisent pas pour exprimer cette profonde gratitude, car seul un travail de qualité concourant à l'atteinte des objectifs de notre parti pourrait soutenir cela. Nous nous y attellerons sans relâche avec abnégation, courage, modestie et professionnalisme, car c'est la fière de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale. Quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque les dents, disait Georges Bernanos. Loin d'être une jeunesse clientéliste qui s'affirme dans l'opposition pour être vue par le régime, ou être de celle qui attend passivement le miracle pour changer son quotidien. Nous optons pour une jeunesse forte, entreprenante, inventive et qui porte valablement auprès de l'exécutif le modèle de société de demain. À vous, mes chers amis, membres du mouvement des jeunes démocrates, il nous revient de mériter la confiance que les instances supérieures du parti ont placée en nous, en fédérant au maximum les jeunes autour des idéaux que nous véhiculons. C'est du sérieux de notre travail que dépendra inévitablement le soutien inconditionnel de la hiérarchie. À vous, chers compatriotes, certainement découragés par la négation de la volonté du peuple à le régime en place, nous vous adressons également cette invitation à intégrer massivement notre formation politique. Vive la jeunesse, vive les démocrates, et que Dieu protège notre nation. Je vous remercie.